Deux équipes. Un tunnel sous une banque brésilienne, une salle de réunion à Houston, Texas. L'une creuse avec des pioches et des foreuses, l'autre creuse avec des chiffres et des contrats. Des kilomètres les séparent, des années les séparent, mais ils ont exactement la même chose en commun. Un génie réel, des compétences rares et zéro boussole morale, et les deux vont finir exactement au même endroit. Aujourd'hui, Dumas vous pose une question. Le génie sans morale, est-ce encore du génie ou est-ce juste une destruction bien organisée? São Paulo, septembre 2004. 5 hommes autour d'une table. Pour n'importe qui dans ce bar, ce sont de vieux amis qui se retrouvent. Mais regardez qui ils sont vraiment. Le premier, ingénieur de chantier. Il comprend les tunnels, la stabilité des sols, les renforts, la ventilation souterraine. Un professionnel, formé, expérimenté. Le deuxième, ancien employé de banque. Il connaît les horaires, les plans, les habitudes, les points faibles d'un coffre-fort, de l'intérieur. Le troisième, serrurier spécialisé. Système haute sécurité, outils de précision, celui qu'on appelle quand personne d'autre ne peut ouvrir une porte. Le quatrième, blanchisseur d'argent. Il sait faire circuler des billets sans déclencher une seule alerte. Et le cinquième, le chef. Celui qui a vu ce que personne d'autre ne voyait. Une ligne droite entre une maison vide et le coffre le plus sécurisé du Brésil. Arrêtons-nous ici une seconde. Un ingénieur, un insider bancaire, un expert en sécurité, un financier, un stratège. C'est exactement l'équipe qu'on recrute pour construire un gratte-ciel, pour lancer une entreprise technologique, pour diriger un fonds d'investissement. Ces hommes avaient tout ce qu'il faut pour bâtir quelque chose de légal et de durable. Ils ont choisi autre chose. Fortaleza, février 2005. La maison est louée, la façade est en place, une pancarte, un van blanc, des râteaux, Gramma Synthetica, service de paysagisme. À l'intérieur, ils creusent. Le premier problème arrive immédiatement. Le sol est plus dur que prévu. Argile mélangée à de la roche. L'ingénieur adapte. Meilleurs outils. Renfort plus solide. Ventilation renforcée. Il ne panique pas. Il résout. 2 hommes à la fois dans le tunnel. Un creuse. Un remplit des seaux. Les seaux remontent. Le van traverse la ville chaque nuit pour déverser la terre à des endroits différents. Méthodique, invisible, professionnel. Ils tombent sur une conduite d'eau. L'ingénieur modifie l'angle, évite la rupture. Ils atteignent des câbles électriques. Ils avancent millimètre par millimètre. Ce n'est pas du crime amateur, c'est de l'ingénierie de précision, appliquée à voler. Fin juillet 2005, le tunnel est terminé. 80 mètres. 4 mètres de profondeur. Lumières électriques installées. Ventilation opérationnelle. Renforts en bois à intervalles réguliers. Ce tunnel aurait pu être le fondement d'un immeuble, d'une infrastructure, d'un projet qui dure des décennies. Ils l'ont creusé pour voler. La nuit du 5 au 6 août 2005, 4 hommes entrent dans le tunnel. Ils rampent 80 mètres. La foreuse perce le béton armé. Un homme grimpe dans la banque par-dessous. Ils sont dedans, sans forcer une seule porte, sans déclencher une seule alarme. Le week-end suivant, ils vident le coffre. 164 millions de réis, environ 70 millions de dollars. 3,5 tonnes de billets. Ils disparaissent par petits groupes, routes différentes, comportement normal. Le braquage parfait. Parfait, pendant 3 semaines. 3 semaines. C'est le temps qu'il a fallu. Un homme entre dans une concession automobile. Il veut une voiture neuve. Le vendeur demande comment il va payer. L'homme sort une enveloppe, pleine d'espèces. Gros billets, alignés, propres. Il dit qu'il a gagné à la loterie. Mais il n'a pas l'air chanceux. Il a l'air terrorisé. Le soir même, le vendeur appelle la police fédérale. Et là, tout s'effondre. Pas à cause d'une erreur technique. Pas à cause d'un tunnel mal creusé. Pas à cause d'une alarme déclenchée. À cause d'un homme qui ne savait pas quoi faire avec de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Les arrestations s'enchaînent, les interrogatoires commencent, les noms tombent. Et la fin de l'histoire n'est pas la prison. La fin de l'histoire, c'est que plusieurs membres de l'équipe sont kidnappés pour leur part de l'argent. Certains ne survivent pas. Le génie du tunnel n'a pas protégé ces hommes. Il les a conduits exactement là où ils ne voulaient en pas aller. Arrêtons-nous ici. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas une histoire de crime. C'est une histoire de talent mal orienté. Un ingénieur capable de construire un tunnel de 80 mètres sous une ville, avec ventilation,
lumière, renfort, en évitant des canalisations d'eau et des câbles électriques haute tension, cet homme aurait pu construire n'importe quelle infrastructure au Brésil. Un insider bancaire qui connaît chaque point faible d'un coffre-fort aurait pu devenir le meilleur consultant en sécurité bancaire du pays. Un blanchisseur d'argent qui sait faire circuler des millions sans déclencher une seule alerte aurait pu créer une firme financière qui optimise légalement la fiscalité de grandes entreprises. Ces compétences existent, elles sont rares, elles ont de la valeur, mais sans une boussole morale, ces mêmes compétences deviennent des outils de destruction, pour les autres et pour eux-mêmes. Et voici ce que Dumas veut vous montrer. Ce n'est pas un problème brésilien, ce n'est pas un problème de quartier, ce n'est pas un problème de pauvreté. Ce même phénomène, du génie sans boussole morale, existe dans les plus grandes entreprises du monde, dans les tours de verre de Wall Street, dans les conseils d'administration des plus grandes firmes américaines. Et l'histoire qui suit va vous le prouver. Houston, Texas, année 1990. Enron Corporation, l'une des plus grandes entreprises d'énergie du monde, des bureaux en verre, des costumes sur mesure, des diplômes de Harvard et de Stanford sur les murs. Et regardez qui ils sont vraiment. Kenneth Lay, fondateur, PDG, diplômé en économie, docteur, homme de réseau, homme de pouvoir. Jeffrey Skilling, directeur des opérations, Harvard Business School, premier de sa promotion. Considéré comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération dans le monde des affaires. Andrew Fastow, directeur financier. 2 ans avant son arrestation, il reçoit le prix du CFO de l'année, le meilleur directeur financier d'Amérique. Ces hommes avaient tout, la formation, les connexions, le talent, la reconnaissance de leur père. Et comme l'équipe de Fortaleza, ils ont décidé de creuser un tunnel. Pas sous une banque, sous leur propre bilan financier. Ils créent des entités fictives, des sociétés sur le papier, pour y cacher leurs dettes. Ils falsifient leurs rapports financiers pour faire croire que l'entreprise est en croissance. Ils vendent leurs propres actions en sachant que l'entreprise va s'effondrer, pendant qu'ils disent à leurs employés que tout va bien. Le tunnel de Fortaleza mesurait 80 mètres. Le tunnel d'Enron mesurait des milliards de dollars. Mais les deux menaient au même endroit. Une chambre vide que quelqu'un allait finir par découvrir. Octobre 2001. La SEC commence son enquête. Le cours de l'action Enron s'effondre. De 90 $ à 26 centimes en quelques semaines. Et comme à Fortaleza, ce ne sont pas les architectes du système qui souffrent le plus. Ce sont ceux qui faisaient leur confiance. 25 000 employés perdent leur travail. 2 milliards de dollars de fonds de pension disparaissent. Des familles entières perdent leur retraite, du jour au lendemain, sans explication, sans recours. Pendant que les dirigeants avaient déjà vendu leurs propres actions. 924 millions de dollars récupérés avant que tout s'effondre. Le génie d'Enron n'était pas moins réel que celui de l'ingénieur de Fortaleza. Il était peut-être plus dangereux, parce qu'il portait un costume, et personne ne regardait sous le sol. Les chiffres finaux. Fortaleza. 70 millions de dollars vol, une fraction récupérée, des hommes en prison, des hommes kidnappés, des hommes morts, pour de l'argent qu'ils n'avaient dit pas construit. Enron. 11 milliards de dollars de pertes pour les actionnaires. 25 000 emplois détruits, 2 milliards de dollars de retraites disparues. 22 dirigeants condamnent. PDG, directeur des opérations, directeur financier. Tous. Jeffrey Skilling, 24 ans de prison. Andrew Fastow, 6 ans de prison. Kenneth Lay, condamne. Mort d'une crise cardiaque avant d'entrer en cellule. Arthur Andersen, le cabinet comptable complice, dissous. 28 000 employés au chômage. Une firme de 89 ans d'histoire, disparue. Dans les deux cas, le génie a tout construit, et le manque de morale a tout détruit. Pas seulement pour eux, pour tous ceux qui étaient autour d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces deux histoires? Premièrement, le génie sans morale ne construit rien. Il détruit tout, y compris celui qui le possède. L'ingénieur de Fortaleza aurait pu bâtir des ponts. Fastow aurait pu bâtir des entreprises. Les deux ont bâti des prisons. Pour les autres d'abord, pour eux-mêmes ensuite. Deuxièmement, la compétence technique ne remplace pas l'intégrité. On peut être le meilleur ingénieur du monde, le meilleur financier du monde, et être fondamentalement dangereux si on ne sait pas pourquoi on construit. Et pour qui? Troisièmement, le génie mal orienté ne punit pas seulement celui qui l'utilise mal, il punit ceux qui n'avaient rien demandé. 25 000 employés d'Enron.
les membres de l'équipe de Fortaleza kidnappés, des familles, des retraites, des vies, détruites par le talent de quelqu'un d'autre. Et quatrièmement, la plus importante, la boussole morale n'est pas un frein au succès. C'est ce qui rend le succès durable. Les entreprises qui durent, les projets qui traversent les générations, ne sont pas construits par les plus intelligents. Ils sont construits par les plus intègres. L'intelligence sans intégrité, c'est un tunnel qui mène nulle part, brillamment creuse, parfaitement construit, et qui s'effondre toujours au bout. Ces deux histoires, un tunnel sous Fortaleza et une fraude sous les gratte-ciel de Houston, ne sont pas des exceptions, elles sont des avertissements. Partout où il y a du talent sans intégrité, il y a un tunnel en construction, parfois sous une banque, parfois sous une entreprise, parfois sous une famille, parfois sous une vie entière. La question que Dumas vous pose aujourd'hui, dans votre entourage, dans votre travail, dans vos propres décisions, est-ce que vous construisez avec une boussole? Ou est-ce que vous creusez un tunnel dont vous ne voyez pas encore la fin? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a du talent et qui cherche encore dans quelle direction le pointer. Et commentez. Pour vous, Fortaleza ou en rond? Lequel représente le génie le plus dangereux? Celui qui creuse avec des pioches ou celui qui creuse avec des chiffres? Dumas le positiviste, la vérité, sans filtre.